L'amendement numéro 328 nous est présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, cet amendement vise à supprimer la disposition qui introduit l'obligation pour le juge de solliciter l'avis des parties sur l'opportunité de tenir des auditions séparément. Quelques mots pour vous l'expliquer. Cette obligation qui a été introduite au Sénat et qui consiste pour le juge à solliciter nécessairement l'avis des parties sur l'opportunité de tenir des auditions séparées risque en réalité d'alourdir les procédures considérablement, ce qui est précisément l'opposé de notre objectif. Par ailleurs, dans la rédaction proposée, cette obligation pourrait porter atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire, ce qui fragiliserait ensuite l'ensemble du dispositif. Donc nous préférons laisser les choses comme elles sont actuellement, c'est-à-dire que le juge a toujours la faculté de solliciter l'avis des parties en fonction des situations qui lui sont présentées. Donc nous vous proposons la suppression de cette disposition. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement n'avait pas été examiné par la Commission, mais à titre personnel, j'émets un avis favorable. Lors de l'examen en commission, en fait, j'avais moi-même proposé et fait adopter une modification qui visait à prévoir la sollicitation des parties, l'avis des parties et non de la seule victime sur la question de la tenue d'audition séparée, surtout pour respecter le principe du contradictoire. Mais les arguments que vient de développer la ministre me convainquent parce que je crois que le souci que nous partageons tous, c'est que cette procédure soit efficace et la plus rapide possible. Et on peut considérer effectivement que la sollicitation de cet avis serait un élément supplémentaire de rigidification, voire d'allongement de la procédure. Et donc, je le répète, non pas au nom de la Commission, mais à titre personnel, j'émets un avis favorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement qui fait l'objet d'un avis favorable. Qui est pour son adoption? Contre? Il est adopté. Nous passons ensuite à des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 288 qui n'est pas défendu. Le 1, Madame Chapdelaine. Amendement numéro 1. Défendu. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Avis défavorable. Madame la présidente Coutel. Madame la ministre, j'entends tout à fait votre avis défavorable et je pense qu'il faudra le maintenir. Mais je voulais dire qu'à travers cet amendement, ce que nous avons constaté à la délégation et même à la commission des lois, c'est que les ordonnances de protection tardaient à être délivrées en France, puisqu'on est à peu près à 24 jours en moyenne, alors que dans certains pays, on est à 48 heures, voire 2 jours. Or, dit qu'il y ait ordonnance de protection, dit urgence et danger. Or, nous aimerions améliorer. Moi, je suis tout à fait d'accord pour ne pas mettre, c'était le sens de l'amendement, pas mettre un délai, parce que ça rendrait la procédure caduque si jamais le délai n'était pas respecté. Mais voilà, je me permets de dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de donner un signal. C'est pour ça que nous avons mis cet amendement. L'ordonnance de protection, c'est l'urgence. Monsieur le rapporteur. Oui, je voulais juste rajouter, mais Madame la Présidente de la délégation des droits des femmes vient quand même d'apporter la précision, mais j'y insiste quand même. Si l'avis est défavorable, c'est non pas que nous ne souhaiterions pas justement accélérer les choses, mais c'est que compte tenu d'un certain nombre de modes de convocation, et notamment si le défendeur était convoqué par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, vu qu'il a un délai de 15 jours pour le retirer, cet accusé de réception, mais s'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, effectivement, l'audience ne peut pas être tenue. Donc c'est vraiment que, pour tenir compte de l'ensemble de ces paramètres, que l'avis que j'avais pu émettre tout à l'heure était défavorable. Madame la ministre. Toujours pour bien préciser notre réponse à Madame la Présidente de la délégation des droits des femmes, avec laquelle évidemment nous partageons totalement les objectifs qui viennent d'être énoncés. On est à la recherche de la plus grande effectivité possible. L'ordonnance de protection, pour qu'elle puisse être prononcée, il faut respecter le contradictoire. Il faut que le mis en cause ait pu être entendu. Donc l'amendement qui a été proposé et qui vise à prononcer immédiatement l'ordonnance de protection plutôt que dans les meilleurs délais est problématique à cet égard, à l'égard du contradictoire. Par ailleurs, nous estimons, nous, que donner de l'effectivité au prononcé rapide par la juridiction de cette ordonnance de protection, c'est
par exemple, faire le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui consiste à aller dans chaque département pour organiser les acteurs, faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, qu'ils constituent peu à peu un guichet unique pour les associations, pour les femmes victimes de violences, et faire ainsi en sorte que derrière l'ordonnance de protection soit le plus rapidement prononcée possible parce que le procureur aura eu tous les éléments d'information utiles pour le faire. Donc sous ces réserves, en effet, je pense que nous pouvons maintenir cet avis défavorable. Madame Chapdelaine. Compte tenu des éléments qui viennent de nous être donnés, on va le retirer. L'amendement est retiré. L'amendement 78 n'est pas défendu. Le 329 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un amendement qui vise à supprimer la notification de l'ordonnance de protection délivrée à un étranger à l'autorité administrative compétente. Pour dire les choses simplement, c'est une disposition qui, là encore, avait été introduite au Sénat, qui consistait à dire à chaque fois qu'une ordonnance de protection est prononcée, il faut qu'elle soit transmise directement par le procureur à la préfecture lorsque cette ordonnance de protection concernait une femme étrangère en situation non régulière. Et pourquoi est-ce que le Sénat a introduit cette disposition dans l'objectif qu'on peut comprendre de faire en sorte que la préfecture ait tous les éléments à sa disposition pour ensuite traiter de la situation de la personne sur le territoire. Simplement, il nous apparaît que lorsque la personne sollicitera la préfecture pour se mettre en régularité, elle aura de toute façon dans le dossier qu'elle aura composé elle-même l'ordonnance de protection si elle a été délivrée. Et donc, il n'est pas utile de mettre en œuvre cette espèce de machine à gaz très compliquée dans laquelle on impose au procureur de transmettre pas au procureur, au juge aux affaires familiales, mais vous m'aurez compris, de transmettre l'ordonnance de protection à la préfecture, que ça va entraîner d'abord des délais et un certain coût, et que de ce point de vue, il vaut mieux simplement laisser la personne concernée l'apporter dans son dossier. C'est pour ça que je vous propose la suppression de cette disposition. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement n'a pas non plus été examiné par la Commission, c'est qu'elle n'a pas été mise en mesure de le faire, hein, je le précise. Mais j'ai mis un avis favorable à titre personnel. On comprenait effectivement le souci de ceux qui avaient souhaité cet ajout au Sénat d'une notification à l'autorité administrative, mais en fait elle n'apparaît pas effectivement utile parce qu'en tout état de cause, la personne concernée devra de toute façon se rendre en préfecture pour demander que lui soit délivré un titre de séjour. Alors le fait que, au moment où la personne se rend à la préfecture disposerait déjà de la notification de l'ordonnance ne changerait pas grand-chose. Donc je crois que dans ce cas-là, effectivement, on peut se dispenser de cet ajout qui apparaît superflu. L'avis donc personnel du rapporteur est favorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur, qui est pour, contre, il est adopté. L'amendement numéro 4 de Monsieur Denaja. Oui, c'est un amendement qui vise à la suppression de l'alinéa 17 de l'article 7, une proposition que j'avais déjà eu l'occasion de faire en commission, mais peut-être n'avais-je pas trouvé à ce moment-là les arguments les plus convaincants. D'abord, cette suppression, elle m'a été plutôt suggérée par les juges eux-mêmes que j'avais eu l'occasion d'auditionner, et notamment des juges aux affaires familiales, parce que la question de la prise en charge sanitaire et sociale de l'auteur des violences n'apparaît pas d'abord comme ressortissant de l'office du juge civil, et en tout cas du JAF. C'est davantage quelque chose qui relève de la compétence du juge pénal, ce qu'en tout état de cause, il peut faire. Et dans le cadre de l'ordonnance de protection, en plus, les JAF que j'avais pu auditionner avaient relevé en plus l'incapacité qu'ils auraient à faire le suivi de cette mesure, vu la brièveté de la mesure elle-même. Et ajouter à cela donc le fait que ce n'est a priori pas leur compétence habituelle. Et on ne peut pas non plus
omettre la possibilité que cela présente en plus une difficulté d'ordre constitutionnel, puisque ce que fait le juge dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est de mettre à la charge finalement de l'auteur des violences des obligations de s'abstenir de faire quelque chose, mais là ce serait mettre à sa charge une obligation positive, et cela, je le répète, pourrait soulever des difficultés d'ordre constitutionnel en rompant en fait l'équilibre entre la protection de la victime et le respect de la liberté individuelle de l'auteur des violences qui quand même perdure malgré tout. Voilà quelques éléments supplémentaires par rapport à ce que j'avais pu dire le 18 décembre dernier devant la commission des lois. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, je suis totalement d'accord avec votre rapporteur. Moi, j'estime que la prise en charge sanitaire, sociale, psychologique de l'auteur est évidemment extrêmement importante et nous la soutenons dans le cadre des procédures pénales. Il faut que ça puisse être développé. Qu'en revanche, dans le cadre de l'ordonnance de protection, qui repose non pas sur comme une procédure pénale, sur une action en justice qui a permis d'établir la vérité des faits, etc., mais qui repose simplement sur une vraisemblance des faits, hein, c'est le sens de l'ordonnance de protection, il nous semble en effet porteur d'incertitude juridique que d'ouvrir la voie à ce type d'obligation que votre rapporteur a qualifié de positif. Donc je serai très favorable à cet amendement. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 4 qui est pour son adoption. Contre, il est adopté. Amendement numéro 2, Madame Chamdelaine. Il s'agit du problème des femmes. Alors, on a été beaucoup alerté par les associations. Il s'agit du paiement des loyers d'une femme qui est victime de violence, qui obtient de pouvoir rester dans son logement, mais dont les revenus étaient principalement ceux du mari et qui ne peut plus payer le loyer. Donc, l'idée, c'est de dire que l'ordonnance de protection va demander au juge que l'administration concernée puisse instruire et rendre une décision sur les aides qui pourraient être apportées à la personne. Donc on voit bien, c'est encore sortir les femmes un peu plus de la précarité. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Écoutez, juste, il faut rappeler que l'ordonnance de protection, elle vise justement à faire adopter des mesures de protection de la victime, mais pas à régir l'ensemble de sa situation, et notamment sur le plan social, même si je comprends tout à fait l'objectif qui est poursuivi par les auteurs de cet amendement. Et en tout cas, c'est au vu de ces arguments que la Commission a émis un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Madame la députée, d'abord je partage les réflexions du rapporteur. J'y rajouterai peut-être une chose, c'est que moi, je partage absolument votre souci de davantage de réactivité des administrations face aux femmes victimes de violences, et notamment pour recalculer l'ensemble des droits de la victime dans un contexte de séparation post-violence. Et dans ce souci-là, par exemple, ayez à l'esprit que nous avons adressé une circulaire, c'était au mois de novembre dernier, novembre 2013, une circulaire au CAF et aux caisses de mutualité sociale agricole pour faire en sorte qu'elles puissent tenir compte de la situation des femmes victimes de violences dans le calcul des droits au RSA, et notamment pour faire en sorte qu'elles neutralisent en quelque sorte lorsqu'une femme victime de violence vient les voir alors qu'elle est dans un processus de sortie du cycle, qu'elle vient les voir pour demander le RSA, il faut que les CAF et les MSA neutralisent les revenus de son conjoint auteur des violences pour accorder le RSA. Donc ça, c'est par exemple un point très important pour être réactif. Maintenant, venons-en à votre amendement. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il ne me paraît pas suffisamment délimité. Certaines aides publiques, comme vous le savez, sont traitées par semestre, d'autres par année, d'autres par mois. Donc, donner un délai d'1 mois à toutes ces aides publiques sans distinction me semble un travail qui, concrètement, ne pourrait pas se faire. Et donc, moi, je donnerais bien un avis défavorable en prenant l'engagement peut-être d'y revenir ensuite au Sénat en regardant plus précisément, avec des termes plus clairs, peut-être comment on peut quand même aller dans votre sens. Madame Chamdelaine, retiré ? Il est retiré. Le 159, Madame Coutel ? Non, Madame Orphée.
Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, cet amendement a pour objet de permettre la prolongation de l'ordonnance de protection lorsque la situation de danger vécue par la victime de violences conjugales le justifie. Il vient en fait compléter la prolongation possible en cas de divorce et de partage de l'autorité parentale, et donc de danger potentiel pour les enfants, d'un cas de danger pour la victime elle-même. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, ce qui est proposé par cet amendement, c'est en fait une prolongation indéfinie de l'ordonnance de protection, ce qui va à l'encontre de l'esprit même de ce qu'est l'ordonnance de protection, une mesure provisoire. Or, ça soulève surtout une difficulté d'ordre constitutionnel, parce que cette mesure, l'ordonnance de protection, elle est quand même privative, restrictive en tout cas d'un certain nombre de libertés, et qui sont fondées, je le rappelle, sur des violences qui sont seulement à ce stade vraisemblables. Or, là, on peut, oui, sans lire dans le marc de café constitutionnel, juridique en tout cas, penser que le Conseil jugerait cela disproportionné. Et je pense que pour sécuriser les dispositions importantes que nous sommes en train de discuter et d'adopter, je vous suggérerai de retirer cet amendement. Sinon, la Commission a de toute façon émis un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. D'accord, c'est as you want. Non, d'abord, Madame la députée Orphée, nous partageons votre souci de rendre l'ordonnance de protection plus protectrice, notamment dans le temps, et c'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit de passer d'une durée de 4 mois à une durée de 6 mois, et dans certaines conditions d'ailleurs de renouveler les 6 mois en question. Cependant, comme vient de le dire le rapporteur, nous devons veiller aux équilibres, et notamment aux équilibres constitutionnels. On n'est pas dans le cadre d'une procédure pénale, donc il ne faut pas non plus que ça puisse durer de manière indéfinie. Il faut qu'il y ait des bornes. Et puis surtout, moi je rajouterais juste un argument, c'est que je pense que ça ne va pas forcément dans l'intérêt de la victime elle-même que d'être dans cette situation exorbitante de droit commun pendant trop longtemps, sans borne définie. Je pense que même psychologiquement, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs stades à sa situation et qu'elle puisse continuer à être accompagnée, évidemment, mais que voilà, ce moment un peu exceptionnel n'a qu'un temps pour qu'elle puisse préparer la suite aussi. Voilà, donc je serai défavorable à cet amendement. Madame Orphée. Oui, j'ai entendu les arguments de Madame la Ministre, donc je retire l'amendement. L'amendement est retiré. Le 134, Madame Guignot. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames les rapporteurs, cet amendement vise à intervenir après l'alinéa 20 sur le délai de l'ordonnance et le jugement. Donc, c'était si une procédure pénale est engagée avant le terme de l'ordonnance de protection, les mesures mentionnées au 6 et 6 bis de l'article 515-11 peuvent être prolongées jusqu'à la date du jugement. Je rappelle que l'ordonnance de protection, par son aspect provisoire, est considérée comme une première étape au dépôt de plainte qui doit demeurer la finalité, et il arrive que les victimes décident de déposer plainte une fois les mesures de l'ordonnance de protection en place. Cependant, des semaines voire des mois peuvent s'écouler entre la plainte et le jugement, et les mesures de l'ordonnance de protection ne sont ainsi plus effectives entre la fin du délai de l'ordonnance et le jugement. Cet amendement vise à prolonger les deux dispositions en lien avec la dissimulation de l'adresse et l'élection de domicile chez un tiers jusqu'à la date du jugement. Il avait été rappelé par le rapport Geoffroy-Bousquet que sur l'application de la loi de 2010, il y avait eu des difficultés pour l'articulation entre les procédures civiles et pénales dans les situations des violences faites aux femmes. Donc cet amendement établit un lien entre elles. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, sur la question de la prolongation de la dissimulation de l'adresse jusqu'à l'issue d'une éventuelle procédure pénale. Le 134, hein. Non, c'est uniquement de la dissimulation de l'adresse. Oui, mais l'amendement, quand on dit si une procédure pénale est engagée avant le terme de l'ordonnance de protection, les mesures mentionnées au 6 et au 6 bis, ça ne vise que la question de la dissimulation de l'adresse. Eh oui. À ce stade, je commence à même effectivement me rappeler. Et si, il me semble bien.
Bon, sous couvert des vérifications en ce moment opérées par la présidente de la délégation des droits des femmes et par la ministre des droits des femmes, je vous donne ma lecture en tout cas de l'amendement qui vient de nous être proposé. Cet amendement ne propose, il me semble, Madame la Présidente et Madame la Ministre, simplement une prolongation de la dissimulation de l'adresse jusqu'au prononcé d'une décision pénale. La question de la dissimulation de l'adresse, bien évidemment, c'est une bonne mesure. Et c'est une mesure essentielle dans le cadre de l'ordonnance de protection. Est-ce qu'elle pourrait être prolongée au-delà? Moi-même, je vous avoue y avoir réfléchi à l'origine et puis finalement y avoir renoncé. Et je vous inviterai peut-être à suivre ce raisonnement pour voir si vous aussi, vous pourriez peut-être envisager le retrait de cet amendement comme moi je l'ai eu fait avant même le stade de la commission. D'abord pour une raison de principe et ensuite pour une raison pratique qui me paraît tout à fait essentielle. Une raison de principe, c'est que on est là face à deux champs différents. L'ordonnance de protection, c'est une mesure civile et il faut la déconnecter de la question des poursuites pénales. Même s'il y a bien évidemment connexité, ça n'est quand même pas exactement la même chose. Mais sur le plan pratique, la rédaction de l'amendement propose en fait que la dissimulation de l'adresse, en fait les mesures prévues au 6 et au 6 bis de l'article, la dissimulation de l'adresse prendrait fin à la date du jugement. Imaginons donc la situation. Donc c'est précisément le jour où l'auteur des violences est condamné qu'à ce moment-là serait révélée l'adresse de la victime. Jour où on peut penser que l'auteur des violences aurait peut-être un désir exacerbé de vengeance. Moi, je crois qu'il vaut mieux éviter cette situation. Et en tout cas, à la fois donc pour les raisons de principe et cette seule raison pratique, je vous invite plutôt, si vous le souhaitiez, mais peut-être après avoir entendu les arguments de la ministre également, à retirer cet amendement. Sinon, en tout cas, la Commission a émis un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, Madame la députée, de manière plus générale, pour tout ce qui concerne cette idée de prolonger l'ordonnance de protection jusqu'à la date d'un jugement pénal, je voudrais qu'on ait tous les idées claires sur le fait que l'ordonnance de protection n'a pas vocation à être une préparation à la plainte. D'ailleurs, ça ne se poursuit pas toujours sous cette forme. Et que si d'aventure des poursuites étaient engagées après qu'une ordonnance de protection aurait été rendue, eh bien, il y a toujours la possibilité de mesures présententielles qui soient prononcées par le procureur de la République pour protéger la victime, donc qui, de toute façon, produiront les effets que vous souhaitez et qui viendront prendre le relais de l'ordonnance de protection. Donc, moi, l'amendement qui propose que toute poursuite pénale ait pour effet de prolonger automatiquement la durée des mesures de l'ordonnance de protection jusqu'à la date de jugement me paraît, pour le coup, remettre en cause les équilibres de cette ordonnance de protection. Donc, je ne voudrais pas, comme je vous l'ai souvent dit, l'exposer à une quelconque censure du Conseil constitutionnel. Je serai donc défavorable à votre amendement. Madame Guignot. J'ai bien entendu tous les arguments et je retire l'amendement. L'amendement étant retiré, je passe au vote de l'article 7 qui est pour, contre, il est